Télérama, en direct du Festival de Cannes. Jour numéro 4, toujours du soleil à Cannes et toujours en direct du pavillon Unifrance que nous remercions chaleureusement pour l'accueil. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des deux films en compétition bien sûr, 120 battements par minute de Robin Campillo et de Square, le film suédois de Robin Östlund. Notre invité pour l'interview sera Jeanne Balibar, qui comme vous le savez interprète Barbara dans le film de Mathieu Amalric, un petit tour du côté d'un certain regard, et enfin l'interview quotidienne et attendue de Thierry Frémaux. Avec moi, Guillemette Odissino. Bonjour Pierre. Guillemette. Bonjour. Et Samuel Douer, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, nous allons commencer par un coup d'émotion ce matin, avec la présentation donc, du film de Robin Campillo, 120 battements par minute. Pour faire court, c'est une évocation d'Act Up, qui a été donc un mouvement actif de la lutte contre le sida dans les années 80-90. Voilà, et il y a une histoire romanesque qui se greffe là-dessus, on va en parler, et je vous propose d'abord de voir un extrait du film. Melton Farm, assassin. Mais ils sont fous, mais c'est quoi? Assassin, t'as du sang sur les mains. Melton du sang. Assassin, t'as du sang sur les mains. C'est par où? C'est tout droit, au fond du couloir. Melton Farm, assassin, t'as du sang sur les mains. Melton Farm, assassin, t'as du sang sur les mains. Alors, un coup d'émotion, disais-je ce matin, est-ce que vous l'avez partagé? Guillemette, Samuel? Est-ce que dans cette émission, le mot palme a déjà été prononcé? Non, mais eh bien, ça voilà. va pas tarder. Ça va pas tarder. Ah, mais non, mais ça va pas tarder. Pas tout de suite, ah, si. Enfin, pour ma part, immédiatement, là, à la seconde, le film de Robin Campillo est vraiment un choc. Alors oui, effectivement, tu parlais d'émotion, Pierre, mais je dirais, au-delà de l'émotion profonde, il y a une intelligence pour traiter de ce sujet qui est un sujet douloureux, qui est ce combat en fait des origines. Parce que Act Up, ce mouvement activiste, c'est vraiment ce mouvement qui a secoué, et il fallait vraiment secouer la France, secouer les gouvernements, secouer les labos pharmaceutiques, pour à un moment alerter sur le fait que le sida était une épidémie, que des gens mouraient, mais que à l'époque on pouvait estimer que ce n'étaient pas des gens bien, oui, puisque c'était des homosexuels, des drogués, des prostituées, des prisonniers dans les prisons, etc. Et il y a vraiment déjà une évocation très forte de l'activisme politique. Alors, on dit ça bien sûr, mais ce qu'il faut aussi dire, pour ne pas décourager, parce qu'on dit un film militant, un film documentaire, etc. Une histoire d'amour. Bien évidemment, c'est un film sentimental, parce que Robin Campillo avait fait un film qu'on avait tous beaucoup défendu à Télérama, qui s'appelait Eastern Boys, et on retrouve, me semble-t-il, la même joie de filmer du romanesque. Oui, parce qu'il y a évidemment une romance qui se noue entre deux militants d'Act Up, un nouveau venu dans l'association et un des fondateurs qui est assez malade, plus que l'autre en tout cas, et effectivement le film va s'attacher à ces deux personnages, et c'est ça qui est très fort dans le scénario de Campillo, c'est qu'il arrive vraiment à mélanger le romanesque et le politique en permanence. Et aussi, c'est-à-dire le sujet est effectivement très grave, c'est très douloureux, et il y a quand même des moments assez drôles, mine de rien, dans les réunions hebdomadaires auxquelles le film consacre beaucoup de temps, mais qui sont passionnants, qui permettent de comprendre les débats qui traversaient l'association et au-delà la société tout entière à l'époque. Et il évite vraiment beaucoup de pièges. Par exemple, on s'attend évidemment à la scène, à la fin, quand ça va de plus en plus mal pour le héros principal. Et il arrive à sortir, à essayer de renouveler, à éviter les clichés et de recréer une émotion, par exemple, après la Oui, et sans tomber dans le pathos. Bah, franchement, la scène finale, qui, comme tu l'as dit, se termine. On s'y attend depuis le début. C'est pas de livre à scoop que de dire qu'il y aura un mort à la fin du film. Bah, il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a plusieurs morts le long du film. C'est un mort important.
bouleversant. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à la scène finale de Van Gogh de Piala, quand il y a la mort de Van Gogh. Et après, on retrouve la serveuse de l'auberge dans laquelle il est mort, qui se fait un pied, une porte tombe sur son pied. Et ça fait très mal. De douleur, et c'est la vie qui revient. Voilà. Et là, il y a exactement la même chose dans le film. Une scène magnifique. Avec une scène magnifique et avec quelque chose de drôle en même temps, vraiment une réplique qui est très très drôle dans un contexte dramatique, mais c'est encore plus bouleversant. C'est vraiment la fin est splendide. Mais tout le film repose vraiment sur une dialectique entre politique et organique. Parce que tous ces gens, Robin Campillo arrive à nous rappeler constamment que ce sont des hommes, et des femmes aussi, puisque il y a entre autres Adèle Haenel aussi, qui est une des fondatrices, enfin l'actrice qui joue une des fondatrices de ce mouvement. Ce sont des hommes et des femmes qui s'aiment, et qui s'aiment charnellement, et qui luttent donc contre un virus qui les décime. Mais il y a une volonté de vie, une volonté de danser, une volonté de... Il y a l'une des premières scènes qui est absolument bouleversante, c'est il y a une scène de danse collective très belle, et soudainement, comme si c'était leur sueur, se transforme petit à petit, crée un écran comme ça, et deviennent des cellules, et des cellules malades. Mais pour redevenir ensuite aussi des lumières. Et ça pourrait être absolument grotesque. C'est une prouesse de mise en scène. Une prouesse de mise en scène. Ça s'appelle le talent, ça s'appelle le talent. C'est une image qui revient après, il joue beaucoup sur ces poussières ou ces gouttes d'eau qui reviennent, et toujours c'est un gimmick visuel, mais qui je trouve donne une beauté poétique au film vraiment extraordinaire. Alors Guillemette parlait de Palme, tout de suite. Oui, mais tout de suite les grands mots, moi je parlerai peut-être de prix d'interprétation. Oui. Alors après, à qui on le donne, parce que, ils sont au collectif, mais en tout cas le jeune, le héros principal, qui s'appelle donc interprété par Nahuel Pérez Biscariart, qu'on a déjà vu en France dans des films argentins où il était très bien, dans un film de Benoît Jacot. Dans le film de Benoît Jacot. Voilà, mais celui-là, si par hasard le jury se dispute pour une palme, parce que c'est en tout cas un prix d'interprétation. Rien que sur une phrase, vers la fin, effectivement, il est très mal en point, et il dit juste, mais presque d'un air agacé, je ne suis pas encore mort. Bon, on s'arrête, vous avez compris qu'en gros, on a beaucoup aimé. Alors, deuxième film, un film suédois qui s'appelle The Square de Ruben Östlund, qui avait été révélé à Cannes dans Un certain regard, je crois, si je ne me trompe pas, pour Snow Therapy. Snow Therapy. Enfin, il avait été sélectionné avant, mais c'est Snow Therapy qu'il a. Alors là, je ne vais pas raconter non plus l'histoire parce que c'est un peu compliqué. Disons que le point de départ, c'est un conservateur de musée à Stockholm qui, dans une place, croit... Enfin, non, il ne croit pas, d'ailleurs, on lui vole son portable, ses papiers et ses boutons de manchette. Enfin, ces boutons de manchette, c'est pas tout à fait ça, on va s'apercevoir que c'est pas tout à fait qu'un vol, mais enfin, voilà. Et à partir de là, il se dit qu'il va les récupérer, et puis il invente une sorte de stratagème avec un copain, et ce stratagème lui revient en pleine gueule, et là, le film commence à devenir assez burlesque, et assez rigolo. Alors, comme on est trois, je sais qu'il y en a une qui aime beaucoup, un qui aime moyen et un qui n'aime pas du tout. On va commencer, mais alors rapidement, s'il vous plaît, par celle qui aime, c'est-à-dire Guillemette. Elle aime tout, Guillemette. Oh bah voilà, c'est gentil comme tapis, ça, de présentation. Mais oui, parce que là, tu racontes, enfin, c'est évidemment ça, l'anecdote. Voilà. Le tour de tout ça, et évidemment le thème de ce film, c'est que ce conservateur de musée d'art contemporain, qui expose constamment des choses qu'on peut estimer très cérébrales et très désincarnées sur la générosité, le don à l'autre, l'intellectualisme le plus chic, va se retrouver, finalement, se transformer en sauvage, parce que, bon sang, on lui a piqué son téléphone. Sauvage, plus ou moins. Sauvage. Et après tout le film, il va se comporter, il va écrire une lettre de dénonciation, il va humilier par ricochet un enfant, bien. Et en fait, tout ce film est... Alors, on peut estimer que c'est un peu long dans les diverses manières d'évoquer le problème, mais ça devient beaucoup plus complexe qu'un truc manichéen, les intellos d'un côté, la vraie vie de l'autre. Ça devient une réflexion quand même assez passionnante sur à quel moment un homme de culture, c'est vraiment civilisation et sauvagerie, civilisation et barbarie, un homme de culture se retrouve confronté à cette sauvagerie, à cette barbarie, qui en fait souvent est nettement plus forte
que les idées. Alors c'était déjà d'ailleurs le thème de Snow Therapy d'une certaine façon. Tout à fait. Alors moi je prends au numéro 2 pour dire que ce que tu as dit est totalement exact pendant 1h15 et que surtout grâce aussi à un comédien dont on ne retient pas encore le nom mais on va le retenir qui s'appelle Claes Bang. Il s'appelle comme ça, qui a un charme fou, et il le joue un peu à la Cary Grant, comme ça, un peu avec un charme de la Cary Grant, ce qui fait que pendant 1h15, on suit ce personnage, ses gaffes, et c'est absolument drôle. Et puis je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du réalisateur, au bout de 1h15, tout ce qui était suggéré, à peine évoqué, mais alors, souligné, il y a une scène avec des mondains riches dans lesquels on fait Néandertal. Voilà, sur le thème de la sauvagerie, justement. Ah, là, si on n'avait pas compris, moi, on je a trouve compris. que c'est une scène remarquable. 1h15 très bien, et 1h15, mais alors totalement raté, on se demande même que c'est le même metteur en scène qui a fait ça. Samuel. Alors oui, alors moi, même la première heure et quart, j'ai trouvé ça assez pénible. En fait, le film m'a profondément agacé sur le... C'est vraiment un réalisateur, alors il m'agace d'autant plus que le réalisateur est assez doué, c'est-à-dire qu'il a le sens du cadre, il a le sens de la durée des plans, il y a quand même des scènes très drôles, mine de rien. Après, moi, ce que ça raconte, je trouve ça quand même, c'était bien la peine de faire 2h20 là-dessus. C'est vrai que ça dure 2h25, oui, on ne l'a pas dit. Ils sont vraiment passés. Et je trouve qu'il y a vraiment ça me fait penser à ne que mauvaise manière, quoi. Il y a un côté surplombant sur les personnages, une espèce de mépris des personnages, il n'y en a quand même pas un pour racheter l'autre. Et voilà, donc c'est vraiment un film, un cinéma de petit malin qui sait qu'il a du talent et qui l'exhibe un petit peu trop, quoi. Bon. Vraiment, c'est pas mon truc. C'est quand même un film du rachat. Un peu. Ouais, va de très loin. Il y a quand même la scène la plus drôle que j'ai jamais vue avec un préservatif. Oui, j'ai dit qu'il y avait ça, des scènes drôles. Si c'est pas un teasing, si, il y a une scène très drôle. Donc ça, c'est plutôt... Sur le mal occidental. Ça, c'est plutôt le mauvais côté du... Ça ressemble un peu à un film sur lequel on s'était beaucoup disputé l'an dernier, Tony Erdmann de Marraine A2, c'est de la lourdeur germanique. D'ailleurs, le film, j'ai vraiment pensé à un moment que c'était le Tony Erdmann de l'année. Oui, ça jouait un petit peu là-dessus, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup aimé. On s'arrête sur ce film suédois et on passe à l'interview du jour, qui est donc Jeanne Balibar. Comme vous le savez, Jeanne Balibar incarne Barbara dans le film de Mathieu Amalric. Eh bien, elle nous a reçus et on lui a fait parler de quelques titres de Barbara. Mon enfance. Mon enfance, ça me fait penser à une chanson de Jeanne Moreau. L'enfant que j'étais me tourmente, elle est gentille, elle est violente, mais l'idée de la mort la hante. C'est qu'un truc comme ça. Et qui dit je voudrais pouvoir, cet enfant que j'étais, je voudrais pouvoir m'en débarrasser, mais ça ne marche jamais. Mais c'est drôle au fond, comme on peut renverser toutes les choses qui sont comme ça, un peu mélancoliques, et les rendre tout de suite, au contraire, des moteurs de vie. C'est la même chose avec le mal de vivre d'ailleurs. On peut chérir aussi le fait que l'enfance ne se dissipe jamais. Bonjour. Pour Yves, s'il vous plaît. Vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous? C'est pareil. C'est pareil. Les insomnies. Oh. Les insomnies valent mieux que les cauchemars. Les rapaces. Les rapaces. Tout un programme à Cannes. Les rapaces, ce sont tous ces gens qui s'intéressent à ce qui n'est pas intéressant. Mes hommes. Ah, voilà un sujet un petit peu plus festif. Mes hommes, mon Dieu, mes hommes, il y en a tant. Que dire de ça? Mes meilleurs ennemis. Maîtresse d'acteur. Qu'est-ce que c'est que ça, maîtresse d'acteur? C'est une chanson. C'est une chanson de Barbara, maîtresse d'acteur? L'ancienne. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, maîtresse d'acteur? Je n'ai jamais été la maîtresse d'aucun acteur, à aucun sens qu'on puisse donner au nom maîtresse. Elle devait
pensais à Bulogier chez Barbet Schroeder, à l'époque où elle était amoureuse de Depardieu. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire, maîtresse d'acteur? Je préférerais domptrice. Ma plus belle histoire d'amour, évidemment, que j'ai gardée pour la fin parce que je l'avais lue en transparence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est franchement une expression merveilleuse parce qu'elle est complètement stupide. Est-ce qu'on a une plus belle histoire d'amour? Ça n'a aucun sens de dire ça. Pas même ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, c'est le public, c'est pas vrai. C'est jamais vrai la phrase « ma plus belle histoire d'amour ». Il y en a tant de si différentes et si belles pour des raisons différentes. Donc, Guillemette, il existe, à côté de la compétition, un certain regard, une section parallèle, que tu aimes bien et tu as vu un très bon film. Qui est aussi une compétition, je te le rappelle, puisqu'il y a un prix d'un certain certain regard. Dont la présidente est quand même Madame Uma Thurman, cette année. Oui. Bon. Oui, alors cette année, un certain regard, il faut vraiment braquer son regard, parce qu'il y a vraiment une sélection aux petits oignons, des choses assez intenses qui vraiment promettent de faire leur effet. Et alors, premier coup de cœur, La Belle et la Meute de Kauter Benania, réalisatrice tunisienne qu'on avait repérée comme ça avec Le Chat de Tunis, qui était plutôt une comédie sur le machisme ordinaire en Tunisie. Alors là, on rigole nettement moins. Nettement moins. C'est l'histoire de Mariam, une jeune fille ronde, en chair, appétissante. Dans ce genre de pays, c'est embêtant quand on est appétissante, qui, lors d'une fête étudiante, est toute contente, elle est bien habillée, etc. On la suit, elle est insouciante. Soudainement, cut, on la retrouve un moment après, quelques heures plus tard dans la nuit, elle a été violée. Et à partir de là, commence un combat, le parcours d'une petite combattante de Wimberge qui va, contre toute attente, vouloir porter plainte, tenir le coup et ne pas baisser la tête devant, évidemment, les menaces, les coercitions en tout genre qui lui disent « Écoute, en Tunisie, une gamine, ce serait mieux qu'elle se taise. » Elle ne se tait pas et c'est un quasi-thriller de cette gamine qui, au départ, n'est qu'un joli morceau de chair. Et c'est la naissance, mais vraiment en live, d'une conscience politique, d'une jeune fille qui ne baisse pas la tête. C'est absolument magnifique. Et ça finit presque en blockbuster, puisque cette jeune fille, au sens propre du terme, à un moment, finit en super-héroïne. D'accord. Wonder Woman tunisienne. D'accord. Voilà. Parfait, merci Guillemette. Après Guillemette Odissino, Thierry Frémaux, qui aujourd'hui va se demander est-ce qu'il y a des mauvaises années à Cannes? Est-ce que c'est seulement envisageable? Il fut une année, qui était l'année 2003, où tout s'est mal passé. Le jury n'était pas très content, la sélection n'était peut-être pas complètement réussie. Maurice Pialat et Daniel Toscan-du-Plantier venaient de mourir. Télérama avait écrit un festival, avait écrit un édito assez sévère, La fête est finie. Et je l'avais ressenti moi-même, ça. Il y avait eu Brown Bunny, le film de Vincent Gallo, accueilli avec des sifflets terribles. Il y avait eu comme ça quelques échecs. Et ben, l'humeur cette année-là était pas bonne. C'est la seule fois où ça m'est arrivé de ma présence en charge à Cannes, et on le sent passer quand même. Hein. Et donc, ça n'est plus jamais arrivé. Et là, en cette année 70e, au moment où les gens découvriront ces petites interviews, j'espère que tout se passera bien. Mais ça dépend aussi de critères, encore une fois, qui ne sont pas seulement des critères de cinéma. Bien que l'humeur d'un festival est systématiquement donnée par les films. Vous montrez 1, 2, 3, 4 bons films les 3-4 premiers jours et tout le monde est content. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver demain avec deux films dont on va certainement beaucoup parler. Alors, le premier, c'est Le Redoutable de Michel Hazanavicius, où Louis Garrel incarne Jean-Luc Godard, qui s'en vient d'ailleurs à Cannes en 68 pour arrêter le festival. C'est quand même une coïncidence troublante. Et le deuxième film, c'est le Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, qu'on annonce comme une comédie à la Woody Allen et qui risque de provoquer une fois de plus quelques huées, puisque c'est le deuxième film en sélection officielle produit par Netflix, donc que vous ne verrez pas en salle.
À demain. Cinérama,